Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. Bonjour et bienvenue sur Gergovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Gergovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie, les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leur vocation, leurs découvertes et leur rapport sensible au site de Gergovie. Pour ce premier rendez-vous, Sylvain, responsable communication, et moi-même, Frédéric, directeur du musée, nous accueillons une figure de l'archéologie, Laurent Olivier. Laurent Olivier est conservateur général des collections d'archéologie celtique et gauloise du MAN, le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il est également investi depuis plusieurs années dans la dynamique du musée de Gergovie. En 2022, il faisait partie du comité scientifique de l'exposition César à Gergovie. Laurent Olivier est aussi écrivain. En 2019, il a notamment sorti un livre intitulé « César contre Vercingétorix », dans lequel il s'intéresse à la façon dont sont récupérés ces deux personnages dans l'écriture de notre histoire collective. Avec lui, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que Gergovie signifie dans l'histoire ? Alors bonjour Laurent Olivier. Bonjour. Avant de parler de ce que Gergovie évoque dans l'histoire, nous aimerions savoir ce que ce site évoque personnellement pour vous. Quel est le lien qui vous unit à Gergovie ? Je pense que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Vercingétorix, les Gaulois. J'avais 7 ans et je pense que c'est de là que vient ma vocation. Donc pour moi, Gergovie, plus qu'Alésia d'ailleurs, c'est le lieu c'est le cœur de la Gaule en fait, le cœur battant de la Gaule. Et Laurent, qu'avez-vous ressenti la première fois quand vous étiez enfant, vous êtes venu à Gergovie ? Je pense que enfant et encore aujourd'hui, on est saisi par la grandeur du paysage, en fait. Quand on est à Gergovie, on est non seulement au cœur du pays Arverne, mais on a vraiment l'impression d'être presque comme sur un bateau au milieu de l'océan. On est au centre du monde, on est véritablement au centre du monde gaulois. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. De manière plus personnelle, qu'est-ce qui vous a mené à l'archéologie ? Est-ce que vous avez un souvenir, un déclic particulier ? Oui, j'étais enfant et en fait, j'ai pris conscience de quelque chose qui n'en finit pas de me fasciner encore aujourd'hui. C'est l'idée que les vestiges du passé sont dans le sol et que finalement, il suffit de regarder à nos pieds et par terre, il y a des vestiges qui appartiennent à des passés disparus. Le passé de la Gaule est sous nos pieds. Et c'est ça l'essence de l'archéologie. Il suffit de chercher et on trouve. Et pourquoi vous êtes-vous spécialisé plus sur la période celtique et l'anthropologie ? Là encore, je pense que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. J'ai une passion pour les Gaulois et aussi pour les Indiens d'Amérique qui ont quelque chose en commun, dans la mesure où ce sont des peuples libres, des peuples qui avaient inventé leur propre démocratie, et puis c'est des peuples dont la culture a été éradiquée par la colonisation américaine aux États-Unis et la colonisation romaine en France. Et en fait, on a un peu tendance toujours à sous-estimer les Gaulois, à les voir. C'est l'image d'Astérix. C'est sympathique, mais enfin, le petit village est censé s'effacer devant la grande civilisation romaine. Et je pense qu'il y a un vrai travail en tout cas, c'est le sens du travail que j'ai mené tout au long de ma carrière d'archéologue. Il y a un travail de réhabilitation à faire, de restaurer l'idée de la civilisation gauloise comme une grande civilisation européenne, comme une civilisation véritablement raffinée. Depuis 2008, vous êtes également écrivain. Qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture ? Je crois qu'on ne devient pas écrivain, on l'est. Je l'étais sans le savoir. Ce qui m'a mené à l'écriture, c'est le soutien d'autres écrivains qui m'ont dit mais tu écris, tu dois publier ce que tu écris. Et donc le premier livre que j'ai publié, c'est Le sombre abîme du temps, qui est une réflexion sur l'archéologie, sur mon rapport à l'archéologie. Et puis finalement les autres livres sont venus par la suite. Donc justement, vous avez sorti en 2019 un livre s'intitulant « César contre Vercingétorix » aux éditions Belin.
Celui-ci s'intéresse à ce que l'on sait et ce que l'on a écrit sur ces deux personnages et sur leur confrontation, mais surtout sur les récupérations politiques et symboliques qui en ont été faites. Bien sûr, il est évoqué très souvent Gergovie. Qu'apprend-on sur la symbolique de Gergovie et son évolution à travers le temps ? Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'il y a à chaque fois une relecture de cette histoire ? C'est là où c'est fascinant. C'est-à-dire que cette histoire a eu lieu, mais en fait, elle a du sens dans le présent dans lequel elle est découverte. Par exemple, à l'époque de Napoléon III, qui est l'époque fondatrice de l'archéologie gauloise, en fait, il y a un arrière-plan politique derrière la découverte de la Gaule. C'est l'idée que la Gaule peut servir d'explication à la colonisation algérienne, et que Abdelkader, par exemple, est l'équivalent de Vercingétorix. Et donc, on cherche à promouvoir l'idée d'un Vercingétorix qui accepte de bonne grâce la défaite, parce que grâce à la défaite, la Gaule va rentrer dans la civilisation gallo-romaine. Et puis avec la guerre de 14-18 et la guerre de 70, où une partie du territoire national est arrachée, en fait, on se rend compte que l'envahissement par une puissance étrangère, c'est pas aussi idyllique que ça. Et sous l'occupation, il devient absolument évident que le combat des résistants, ici, à Gergovie par exemple, c'est aussi le combat de Vercingétorix, des gens qui luttent pour leur liberté. Après les guerres de décolonisation, on a tendance à voir Vercingétorix un peu comme un guérillero, c'est une sorte de Che Guevara. Et donc on relie la guerre des Gaules comme le combat anti-impérialiste, la guérilla contre une grande puissance, la grande puissance romaine, et finalement on pense à la puissance américaine à travers Vercingétorix. Ce qui fait que à chaque fois, c'est les changements dans la société d'aujourd'hui qui expliquent une lecture différente sur le passé. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que cette histoire-là a eu lieu, elle est terminée, on ne retrouvera pas plus de documents historiques, mais en fait, on trouve à chaque fois de nouvelles significations dans le passé, qui parlent au présent. Et donc, c'est comme ça que c'est intéressant de relire ces réexploitations politiques, en fait, parce qu'elles sont le symptôme des transformations de la société française. Il y a un dialogue entre notre société et puis le passé gaulois. Alors c'est amusant, je rebondis juste sur un point. Vous avez cité la comparaison entre Abdelkader et Vercingétorix. Ce qui est très amusant, c'est que l'exposition dans laquelle vous avez participé au comité scientifique, César, à Gergovie, on a un objet, un facsimilé de la guerre des Gaules, annoté par Montaigne, qui nous est prêté par le musée de Condé de Chantilly. Ça veut dire le duc d'Aumale, 19e siècle, et le duc d'Aumale comparait lui-même dans ses archives Vercingétorix à Abdelkader, puisqu'il a gagné la Smala. Donc c'est très intéressant votre analyse, et on y revient en fait, on est replongé dans le présent, mais au 19e siècle. Oui, alors il y a justement un discours extraordinaire de Napoléon III à Alger en 1865, où il explique, il dit aux Algériens, vous êtes dans la même position que nous lorsque nous étions Gaulois en 52 avant Jésus-Christ, vous vous êtes battus courageusement, mais vous avez perdu, et cette défaite n'est pas un drame pour vous, puisque vous allez rentrer dans la civilisation française, et on va créer une civilisation franco-algérienne, et qui sait si dans quelques siècles vous ne retrouverez pas, grâce à cette civilisation française, un rôle dominant en Méditerranée. Donc il y a vraiment ce parallèle qui est fait au 19e siècle entre le passé gaulois et puis le présent. Vous me disiez, lors de la préparation de ce podcast, que Gergovie pouvait même être parfois gênant dans l'écriture de l'histoire qu'on a voulu faire à un moment de la présence des Gaulois et de la confrontation avec les Romains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Au 19e siècle, ce qu'on a cherché à promouvoir, c'est l'image d'une Gaule vaincue qui entre de bonne grâce dans la civilisation romaine. Et puis on a inventé un concept qui n'existe qu'en France, c'est l'idée de civilisation gallo-romaine. Il n'y a pas de civilisation coloniale qui soit en harmonie entre les colonisés et les colonisateurs. C'est la civilisation du colonisateur. On ne dit pas en Amérique qu'on est dans une civilisation indiano-européenne. Ça n'aurait pas de sens. En fait, ce qui gêne dans l'image de Gergovie, c'est que quand vous regardez les différents sites qui ont été mis en valeur du passé gaulois, ce sont des sites qui sont au service de la promotion de la réussite de la colonisation romaine. Alésia, la bonne défaite, Bibracte, chez les Éduins, amis du peuple romain, l'image d'une romanisation réussie. Et puis Gergovie, c'est très intéressant.
a toujours eu un rôle un petit peu marginal parce que ça ne rentre pas dans ce discours. Gergovie, c'est l'endroit où les armées de la coalisation gauloise mettent en échec les légions romaines, leur imposent une cuisante défaite. Et puis, c'est l'endroit de la Gaule indépendante. C'est le nid d'aigle, c'est la capitale de Vercingétorix. Ça parle de la liberté gauloise. Et ça, politiquement, c'est un petit peu dangereux. Et la Troisième République a toujours été un petit peu réticente à promouvoir l'image de Vercingétorix. Parce que c'est aussi, quelque part, une image de la résistance au pouvoir. C'est une image un peu anarchiste, un petit peu réfractaire. Hein. Le mot est revenu, d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Donc, Gergovie est un petit peu la patate chaude au point de vue politique. Et les tentatives de récupération par l'extrême droite sont nombreuses. On pense en particulier à Pétain, qui est venu en 1942 à Gergovie pour célébrer l'anniversaire de la Légion, ce qui allait devenir la milice. Et de manière tout à fait intéressante, c'est pas le Vercingétorix qui lutte contre l'envahisseur qu'on cherche à promouvoir. C'est le Vercingétorix rassembleur, le chef, comme Pétain qui ambitionne de rassembler le peuple français autour de lui. Alors Laurent, on va partir de Gergovie, on va traverser l'océan Atlantique. Votre dernier livre s'intéresse au massacre des Indiens d'Amérique, fin du 19e siècle, 1890. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Indiens et Gaulois? Et si oui, je sens la réponse, hein, mais quel lieu serait le Gergovie américain, si vous voyez ce que je veux dire? Le Gergovie américain, c'est Little Bighorn. Hein, bien sûr, c'est là. Et c'est d'ailleurs là où les Sioux disent nous revendiquons le drapeau américain parce que nous l'avons ramassé au sol à Wounded Knee. Oui. La bannière étoilée, c'est aussi notre drapeau, mais on le présente à l'envers, avec les étoiles en bas et pas les étoiles en haut. C'est ce lieu-là. Alors, le parallèle entre les deux, moi, ce qui m'intéresse dans ces deux histoires, c'est ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la trace d'un traumatisme collectif chez les populations qui l'ont subi dans la longue durée. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le passé gaulois. Parce que c'est des sociétés qui se ressemblent assez, les sociétés des guerriers des plaines et les sociétés gauloises. La question, c'est qu'est-ce que ça a laissé comme trace dans la mémoire collective, dans la longue durée? Qu'est-ce qui se passe au début de la colonisation romaine? Quelle mémoire les gens ont gardé de ça? Et ce qui est tout à fait intéressant dans les deux cas, c'est que vous voyez par exemple que aux États-Unis, les guerriers indiens, à partir du moment où ce sont des sociétés guerrières qui sont vaincues, les guerriers indiens n'ont plus de rôle social. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'enrôler au service de l'armée américaine. Et par exemple, c'est un détail qu'on méconnaît, mais il y aura des unités composées de guerriers indiens qui vont combattre pendant la Première Guerre mondiale sur le front de la Meuse, au Mont-Sec, par exemple. Et il se passe quelque chose d'équivalent qui jusqu'à présent était mal compris. Après la guerre des Gaules, beaucoup des nobles qui avaient résisté à la conquête de César vont se mettre à son service et vont travailler, vont incorporer les armées romaines. Parce qu'effectivement, quand on est guerrier, qu'on est un homme de guerre, qu'on n'existe que par la guerre, en fait, on ne sait pas faire autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle des femmes. Les hommes n'ayant plus de signification sociale dans les populations amérindiennes, aujourd'hui, ce sont les femmes qui reprennent le flambeau de la défense de l'identité, de la lutte contre les projets qui menacent l'environnement. Et vous voyez apparaître dans la Gaule du 1er siècle beaucoup de cultes qui sont des cultes liés à la maternité, ce qu'on appelle les déesses mères. Le rôle des femmes est très important. Et il est très important dans la société gauloise aussi, d'ailleurs. C'est ce qui frappe beaucoup les observateurs gréco-romains. Ils disent, mais en Gaule, ça se passe à l'inverse de chez nous, ou dans le monde méditerranéen. D'ailleurs, ça a peu changé aujourd'hui. La place des femmes est à la maison, hein, dans le gynécée. Elles ne sont pas dans l'espace public. Et les femmes ont un rôle très important en Gaule, comme dans les tribus amérindiennes. Donc c'est intéressant, ce parallèle. L'un n'explique pas l'autre, mais ça permet d'avoir un regard un petit peu différent du regard qu'on a porté traditionnellement sur ces civilisations et ces cultures. On va revenir à Gergovie, traverser l'Atlantique, mais dans l'autre sens. Et moi, ce que je voulais vous demander, c'est parmi les objets du musée ou les différents lieux du plateau de Gergovie, lequel serait le plus symbolique pour vous? Vous avez un objet absolument merveilleux dans vos collections, qui est malheureusement une copie. C'est un des vases de Gandaya,
est merveilleux, avec tout ce décor d'animaux fantastiques dans une sorte de forêt idéale, avec des grands arbres, des grandes fleurs. Les animaux ont des pattes interminables, ils sont incrustés les uns dans les autres. C'est une image merveilleuse de l'imaginaire gaulois. Bon, un archéologue, c'est un enquêteur, on l'a compris, mais il y a des archéologues qui sont des rêveurs, des grands rêveurs. Et vous, Laurent Olivier, quelle découverte archéologique vous souhaiteriez vous faire à Gergovie ? Je pense que Gergovie, en fait, c'est tout à fait intéressant parce que on est encore piégé par le récit de César. En fait, César, il veut écraser Vercingétorix dans son nid d'aigle, et il dit, toujours en quelques mots, il dit, en fait, quand j'arrive, je suis surpris et je regrette de ne pas avoir fait reconnaître l'emplacement auparavant par mes éclaireurs. Parce qu'en fait, il découvre qu'il n'y a pas seulement un oppidum, mais il y en a 3, et il est coincé au milieu des 3, en fait. Et il découvre que ça va être très, très difficile de l'emporter. Donc, l'assaut qu'il mène, c'est l'assaut contre le plateau de Gergovie actuel. Mais il ne parle pas des 2 autres, qui sont Gondol et qui sont Coran. Et en fait, l'ensemble forme un ensemble cohérent, un tout archéologique. Et on voit aussi que ce qui est en cause, c'est pas seulement le passé de Vercingétorix, c'est le passé beaucoup plus ancien. On a des traces d'occupation qui viennent d'être révélées il y a quelques temps, qui remontent à l'époque des premiers grands royaumes celtiques du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une histoire très longue. En fait, il y a un potentiel archéologique absolument extraordinaire à découvrir à Gergovie. Laurent Olivier, on a passé un peu de temps tous ensemble à vous poser des questions personnelles et puis sur Gergovie. Mais est-ce qu'il y a une question à laquelle vous aimeriez répondre ? Oui, la question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, en fait ? Et je dirais que si l'archéologie n'intéresse que les archéologues, ça n'a aucun espèce d'intérêt. En fait, ce qu'on fait, on l'a dit tout à l'heure, il y a une mission de vérité, c'est-à-dire de révéler ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu. Mais ça n'a pas de sens si ça n'est pas destiné à tout le monde, et si ça n'est pas destiné à enrichir quelque chose de collectif. Et notamment la fierté d'appartenir à un territoire, la fierté de posséder un patrimoine qui a du sens, et qui n'est pas seulement un objet de distraction, mais qui est aussi quelque chose c'est un véritable objet de culture, un véritable objet qui enrichit votre identité. Et je pense que l'archéologie n'a pas de sens si elle n'alimente pas ça. Merci beaucoup, Laurent Olivier. Merci, Laurent Olivier. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi ce premier rendez-vous de Gergovie 360, le podcast panoramique du musée de Gergovie. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce premier numéro avec vos amis. Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur musée-gergovie.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt